OK. Et puis, on va devoir commencer parce qu'on est déjà à 30. Le temps que les autres nous rejoignent, le cours est quand même assez long. Il y aura les débats et des questions. Il faudrait qu'on commence tôt pour ne pas abuser de la patience de ceux qui sont déjà connectés. Alors, ce que nous faisons dans quelques minutes, je vais vous donner la parole. Vous allez vous présenter. Je donnerai d'abord la parole au professeur Innocent Kachongwe. Il se présente soi-même. Et puis, je vous donne la parole, vous vous présentez et vous commencez directement la présentation, le talk, proprement dit. Et je pense que si vous-même vous présentez, vous allez le faire de manière très brève. Les amis aiment souvent savoir, vous avez été formé où, quelles sont vos affiliations actuelles, les domaines d'intérêt, et puis on va se jeter dans l'eau. Et à part ça, par rapport à la nomenclature, est-ce que ça, comment vous voulez que l'audience vous appelle? Parce qu'à qui les gens aiment les titres, il y a des gens qui s'appellent Yaya, professeur, pasteur, docteur, tout ça. Si vous leur donnez la forme, par exemple, moi, ils vont m'appeler Daddy. Je trouve ça très, très court et facile à gagner du temps. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? On peut m'appeler Michael, il n'y a aucun problème. OK, on vous appelle Michael. Le prof Cachon, êtes-vous d'accord qu'on vous appelle Innocent? Je crois que tu l'as muté, Daddy. Non, non, non. Je crois là. Attends, je vois. Je l'ai demandé de. Allô? Oui. Oui, il est connecté. Prof Innocent Kachong, oui. On a besoin de votre accord, comme ça on va à la forme contractée de la nomenclature. Moi, on va m'appeler Daddy, le prof Oana sera appelé Michael, et vous, est-ce qu'on peut vous appeler Innocent? OK, je crois qu'il a un problème technique. Donc, je vais faire la présentation du prof Innocent. Il est médecin formé à l'Université de Kinshasa. Il a fait ses travaux. Je suis revenu. Ah, OK. Oui, oui. Donc, merci. Bon, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques. Donc, je m'appelle Innocent Kachongwe, je suis médecin, pneumologue exerçant en clinique universitaire de Kinshasa. Et je suis très heureux d'être panéliste à ce sujet qui est très important et très intéressant, d'abord pour nos pneumologues, mais aussi pour tout médecin qui s'intéresse à l'imagerie. merci beaucoup, professeur Kachongwe. J'ai demandé si on peut vous appeler Innocent, comme les autres. Oui, on peut m'appeler Innocent, il n'y a pas de problème. OK, donc l'audience est avisée. Je m'appelle Daddy, il s'appelle Michael et l'autre s'appelle Innocent. Pendant la session questions-réponses. Et Michael, vous avez la parole pour votre présentation, self-introduction et puis présentation comme talk. À vous la parole, the stage is yours. Merci beaucoup. Merci Daddy pour l'invitation. Merci à Innocent d'être présent en tant que panéliste. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc moi je m'appelle Michael Oana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg en France. Je suis spécialisé en imagerie cardiovasculaire et thoracique. Je fais beaucoup de scanners et d'IRM, principalement donc de l'imagerie en coupe. Pour ma formation, j'ai été formé avec un fellowship sur Strasbourg même, mais également à Vancouver, au Canada, où j'ai appris les coroscanners. Donc, je vous propose d'aller directement dans la présentation. On va partager l'écran. OK. Hop. Voilà, et donc nous allons parler du scanner thoracique très basse dose. Pourquoi, comment? On va faire ça on va parler pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après j'espère qu'on aura une discussion intéressante. Je suis prêt à répondre à vos questions, à discuter avec vous et à essayer de clarifier tout cela. Alors en guise d'introduction, je vous propose cet exemple-là. Vous recevez cette demande d'examen d'imagerie chez une patiente de 32 ans. On vous demande un scanner thoracique sans injection et les renseignements cliniques, c'est quoi? Cancer du sein traité il y a 2 ans, doute
sur une opacité à la radiographie thoracique qui a été pratiquée pour tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, quand on voit cette demande-là, il y a plusieurs petits, entre guillemets, drapeaux qui s'allument. Ben, déjà, un patient jeune, 32 ans. De deux, c'est une femme. De trois, elle a une maladie chronique, elle a un cancer du sein. Donc là, ces trois petits drapeaux qui s'allument, ça doit vous faire dire ben, il faut faire attention à l'exposition aux radiations ionisantes, au rayonnement chez cette patiente. Pourquoi? Ben, elle est jeune, donc évidemment, elle est plus à risque de développer des soucis secondaires à une irradiation. C'est une femme, donc il y a en plus la problématique de l'irradiation mammaire, et elle a une maladie chronique, donc elle a potentiellement plus de risques de faire des examens répétés au cours de sa vie. Donc clairement, là-dessus, plus que sur une autre demande, hein, ce qu'on fait, le rôle du radiologue, qu'est-ce qui va être? Justification, optimisation. Justification, on doit s'assurer que la demande correspond effectivement à quelque chose d'utile. Là, clairement, il n'y a pas de doute sur la justification de la demande, hein. On a une opacité à la radiographie thoracique, elle a un antécédent de cancer du sein. Clairement, il faut aller plus loin, il faut faire un scanner. Là, il n'y a pas de doute. Une fois que la justification de l'examen est posée, eh bien, il faut optimiser sa réalisation. Et donc, optimiser sa réalisation, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrer la dose la plus adaptée, celle qui va nous permettre de répondre à la question posée en irradiant le moins possible la patiente. Alors, au cours des 3/4 d'heure ou de l'heure qu'on va passer ensemble à discuter de ce sujet, eh bien, quels vont être nos objectifs? Nos objectifs vont être déjà de savoir acquérir un scanner thoracique très basse dose, de reconnaître les artefacts qui sont spécifiques à ce type d'acquisition, et enfin de connaître les applications validées et les applications non validées de ce type de scanner thoracique ultra basse dose chez l'adulte. Et nous verrons en fin de topo une illustration de l'utilisation possible de ce type de scanner tel que nous la faisons dans notre service. Alors, on va commencer par quelques définitions. Tout d'abord, une définition très simple, hein, quand on parle de dose en scanographie, et notamment en scanographie thoracique qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, de quoi on parle? On va parler de plusieurs choses. On va parler de la dose délivrée et de la dose efficace. La dose délivrée, qu'est-ce que c'est? C'est la dose qui a été donnée par le tube à rayon X au cours de l'acquisition de l'examen. Elle va dépendre évidemment de la machine, de la façon dont on a réglé la machine, du kilovoltage qu'on a sélectionné et également du milliampérage. Donc, elle va dépendre des paramètres d'acquisition. Cette dose délivrée par la machine, cette dose, elle va nous être donnée une fois l'examen fini, une fois l'acquisition faite, elle nous sera donnée dans le rapport de dose. Donc la machine va nous dire, voilà, pour cet examen-là, j'ai délivré tant de doses. Cette dose délivrée, elle est exprimée en CTDI volumique, qui correspond à une dose par coupe en milligrammes, et en produit dose longueur, ou DLP, dose line product, qui lui correspond au CTDI multiplié par la longueur de l'acquisition, c'est-à-dire en gros par le nombre de coupes. Donc c'est principalement ce PDL, hein, en milligrammes par centimètre, qui va être utile pour savoir quelle dose a été donnée au patient pendant l'acquisition de l'examen. Ça, c'est la dose délivrée, c'est ce que la machine nous donne dans son rapport de dose. Ce qui va être aussi intéressant à connaître, c'est ce qu'on appelle la dose efficace. La dose efficace, qu'est-ce que c'est? C'est on va dire une analogie de la dose qui a été absorbée par les différents tissus, en sachant que chaque tissu a une radiosensibilité qui est différente. Certains tissus sont très peu radiosensibles, par exemple l'os cortical. Voilà, on peut irradier un os cortical, il n'y aura quasiment jamais aucun effet biologique dessus. À l'inverse, d'autres tissus sont beaucoup plus radiosensibles, par exemple la glande mammaire, par exemple la thyroïde, la cornée, les neurones.
voilà, ce type de tissu-là va réagir plus facilement à des doses délivrées. Et donc, pour une même dose délivrée, donc la machine délivre un rayonnement, eh bien, l'effet de ce rayonnement ne sera pas le même selon que ce que vous irradiez, ce sera par exemple que de l'os cortical, ou ce que vous irradiez, ça ne sera plutôt que de la glande mammaire, que de la thyroïde, etc., etc. Et donc, pour arriver à approcher cette dose efficace, eh bien, comment on fait? On utilise la dose délivrée, donc exprimée en PDL, et on va la multiplier par un facteur de conversion qui est choisi en fonction de l'organe qu'on va imager. Donc, quand on fait un scanner du thorax, ce facteur de conversion, qui est déterminé par les radiophysiciens dans plusieurs papiers, il est communément accepté à 0,014. Et donc, le PDL exprimé en milligrammes par centimètre, multiplié par 0,014, va nous donner une dose efficace en millisieverts. Alors, quel est l'intérêt d'avoir la dose efficace par rapport à la dose délivrée? Eh bien, cette dose efficace, comme elle prend en compte la radiosensibilité des tissus, elle va nous permettre de comparer la dose qu'on a donnée par ce scanner avec des doses d'autres modalités d'imagerie, comme par exemple des radiographies, comme par exemple de la radiothérapie. Et elle va pouvoir aussi nous permettre de comparer ceci avec les doses liées à l'irradiation naturelle. Alors évidemment, on est exposé constamment à une irradiation naturelle classique. Alors vous voyez, on peut aller sur le site de l'IRSN, Institut de sûreté nucléaire française, et puis il vous demande où est-ce que vous habitez, quelques questions sur vos habitudes alimentaires, si vous mangez du poisson notamment, et puis ils vont vous donner une estimation de l'irradiation annuelle que vous recevez. Donc moi, j'avais fait le test, entre guillemets, et j'étais à 2,9 millisieverts par an. Vous voyez, avec une partie qui vient des rayonnements cosmiques, le radon notamment, une partie qui vient de l'eau et des aliments, une partie qui vient des rayonnements telluriques, et puis une petite partie médicale qui est peut-être sous-estimée dans mon cas, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, ça fait à peu près 3 millisieverts par an. C'est ce qu'on accepte à peu près, ça varie selon les régions. Donc, quand on va parler de scanner thoracique, eh bien, en tout cas d'imagerie thoracique, on va se retrouver avec une grande échelle, en quelque sorte, de doses délivrées, avec d'un côté la dose maximale d'un scanner thoracique et de l'autre côté l'examen qui est le moins irradiant en imagerie thoracique, qui est la radiographie thoracique de face. Donc, un scanner thoracique, voilà la dose maximale qui est acceptée en France, elle est donnée par les NRD, qui sont les niveaux de référence diagnostique, qui correspondent au 75e percentile d'un recueil de doses qui est fait annuellement. Les dernières NRD datent de 2019, elles nous donnent un scanner thoracique qui au maximum ne doit pas dépasser 6,65 millisieverts pour une personne de morphologie normale, 1m70, 70 kg, ça équivaut environ à 2 ans, 2 ans et demi d'irradiation naturelle. À l'autre bout du spectre, une radiographie thoracique de face, c'est au maximum 0,05 millisieverts. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. D'un côté, un scanner thoracique, quand c'est la dose la plus élevée, ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi d'irradiation naturelle. De l'autre, une radiographie du thorax, c'est 7 jours, c'est quasiment rien. Quand on parle de scanner thoracique actuel, c'est-à-dire sur des machines de 2022, donc équipées de logiciels de reconstruction efficaces, reconstruction itérative, deep learning, avec des détecteurs optimisés, avec un protocole optimisé chez un patient de morphologie normale, on ne parle pas de patients obèses, 1m70, 70 kg. À l'heure actuelle, la dose d'un scanner thoracique normal, elle n'atteint jamais 6,65 millisieverts. On est plutôt sur des doses qui sont de l'ordre de 2 à 4 millisieverts pour un scanner avec une qualité d'image absolument parfaite. Vous voyez, un an de radiation naturelle. En imagerie thoracique, l'un des essais qui a marqué l'histoire, c'est l'essai NLST sur le dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique low dose. C'est un essai dont les scanners ont été réalisés au début des années 2000. À l'époque, le low dose était défini dans l'article par une dose qui ne dépassait pas 1,5 millisieverts, environ 7 mois d'irradiation naturelle. Donc, vous voyez que
quand on parle de low dose et quand on compare par rapport à la radiographie du thorax, on en est encore assez loin. Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu un nouveau concept qui est apparu, qui est le scanner thoracique qu'on appelle un petit peu par excès ultra low dose, ULD, puisque l'objectif, c'est de descendre encore plus bas que ce qui est le low dose habituel pour aller à une dose d'irradiation qui se rapproche au maximum de celle de la radiographie thoracique. Alors ça, c'était les NRD. Je vous ai mis les NRD pour les actes de scanographie chez l'adulte. On voit en scanographie thoracique, les NRD sont à 350 mg par centimètre. Donc, c'est le PDL qu'il ne faut pas dépasser pour un patient normal, de morphotype normal. Donc, le scanner thoracique très basse dose, TBD ou ULD, ultra low dose, on le voit, c'est un scanner qui a été développé pour être aux doses de la radiographie thoracique. Alors ça, c'est marketing, je l'avoue, c'est vraiment très marketing. Pourquoi? Parce que quand on dit dose de radiographie thoracique, on sous-entend radiographie thoracique face plus profil. La radiographie thoracique de profil, il faut savoir qu'elle irradie 3 à 5 fois plus que la radiographie thoracique de face. Donc évidemment, un scanner thoracique, c'est beaucoup plus qu'une radiographie thoracique de face, mais ça s'approche d'une radiographie thoracique face plus profil. Face plus profil dans la fourchette haute des doses, puisque vous voyez dans cette revue qui a été publiée dans Radiology, eh bien, vous voyez que la radiographie thoracique face plus profil, les doses délivrées en millisieverts sont entre 0,05 et 0,24. Et nous, avec le scanner thoracique très basse dose, on va atteindre des doses environ de 0,20. Donc, vous voyez qu'on est plutôt dans la fourchette haute. Donc, quand on dit scanner thoracique très basse dose, c'est comme une radiographie thoracique. C'est vrai, ça reste quand même un peu marketing, mais c'est vrai. En pratique, il n'y a pas de définition absolue du scanner thoracique très basse dose. C'est pas quelque chose où il y a eu un comité d'experts qui dit voilà, c'est du très basse dose, ça peut être une dose. En pratique, il n'y a pas de définition, mais on considère que pour avoir parlé de très basse dose, il ne faut pas dépasser des PDL de 20 mg par centimètre. Sinon, clairement, quand on a des PDL de 30, 40, 50, on est plus sur du scanner thoracique très basse dose. Donc, évidemment, à ces doses-là, on va accepter une diminution de la qualité d'image. Et donc là, vous voyez, vous avez chez un même patient un scanner thoracique normal. Donc là, c'est un scanner thoracique classique avec la dose qui est délivrée adaptée au morphotype du patient pour obtenir une qualité d'image optimale. Là, ici, vous avez chez le même patient le scanner thoracique ultra low dose correspondant sur une coupe similaire. Vous voyez, c'est acquis secondairement. Vous voyez que la qualité d'image n'est pas du tout pareille. Donc, évidemment, la concession qui est faite sur ces scanners thoraciques très basse dose, c'est qu'on va dégrader la qualité d'image. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas faire des irradiations si faibles et avoir la même qualité d'image. Peut-être dans 5 ans ou 10 ans, quand les détecteurs ont progressé, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'est pas encore possible. Donc, évidemment, on va dégrader la qualité d'image, mais on va la dégrader de manière contrôlée, de manière limitée, et surtout de manière à ce que ce qu'on obtient comme image reste informative. Alors, comment c'est possible? C'est possible sur le poumon parce que finalement, dans le poumon, tout est, en tout cas dans le poumon, dans le thorax, tout colle pour pouvoir favoriser ce scanner thoracique très basse dose. Déjà, vous avez peu de structures atténuantes. Vous voyez, sur un thorax, vous avez les côtes, mais entre les côtes, vous avez rien. Donc, vous n'êtes pas entouré de, comme par exemple le cerveau, vous avez la boîte crânienne qu'il faut traverser. Non, là, il y a peu de structures atténuantes, donc le passage des rayons X va être, entre guillemets, facilité. Deuxièmement, vous avez un fort contraste naturel du parenchyme, c'est-à-dire que le parenchyme pulmonaire, de base, est une structure qui a fort contraste naturel. Ce n'est pas du tout comme un foie, par exemple. Dans le foie, sur le contraste natif, tout est extrêmement proche. Pour vous illustrer ça, voyez cette image. Ça, c'est un scanner thoracique normal. Si je la passe en simplement 2 couleurs, binaires, noir et blanc, eh bien, certes, j'ai perdu en qualité d'image, mais je garde quand même une information. Je n'ai pas tout perdu.
Vous le prenez un fois, vous le passez en 2 couleurs, vous ne voyez plus rien. Donc, le fort contraste naturel du parenchyme, c'est aussi un avantage. Et 3, c'est possible parce qu'il y a eu des progrès techniques indéniables au cours des dernières années, depuis environ une dizaine d'années, sur les reconstructions utilisées. Et donc ça, pour vous illustrer, vous avez les raw data d'un même examen, donc c'est les mêmes raw data, ici reconstruits avec les algorithmes historiques de rétroprojection filtrée, FBP. Vous voyez que, bon, on voit un peu rien, hein. Et là, ici, exactement les mêmes raw data reconstruits avec les algorithmes actuels de reconstruction itérative qui permettent de récupérer une qualité d'image correcte. Donc, c'est grâce à ce type d'algorithme, reconstruction itérative, qui sont des algorithmes qui existent depuis environ 7-8 ans à peu près, ou une petite dizaine d'années, on va dire. Et depuis 2-3 ans, les techniques aussi de DLR, de Deep Learning Reconstruction, qui offrent aussi une qualité d'image qui est similaire pour les scanners thoraciques très basse dose. Donc, ce type de logiciel avancé, c'est vraiment ça qui a permis de pouvoir pratiquer ces scanners thoraciques très basse dose. Alors, tout ça, c'est valable pour le parenchyme pulmonaire et on le verra quasi exclusivement pour le parenchyme pulmonaire. Les scanners thoraciques très basse dose, on le verra, ne sont pas adaptés pour l'analyse du médiastin, pour l'analyse vasculaire ou pour l'analyse des parties molles. C'est vraiment et avant tout pour l'analyse du parenchyme pulmonaire. Alors, on va parler un petit peu de technique. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou autre, mais je vous propose peut-être de faire le topo d'un coup, et puis comme ça, après, derrière, on aura vraiment le temps de la discussion. Donc, ce qu'il faut bien… Ouais, on est d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un scanner thoracique très basse dose, en termes d'acquisition, c'est pas plus facile, ou plus rapide, ou plus simple, ou plus je sais pas quoi, qu'un scanner thoracique normal. En termes d'acquisition, c'est pareil. Pareil, ça veut dire que l'installation du patient, pareil. La programmation, elle est tout aussi longue et tout aussi complexe que c'est un scanner thoracique normal. Les reconstructions qu'on fait derrière sont identiques. Le type de post-traitement à la console sont identiques, du MPR, du MIP, du mini-MIP, du VR. Le temps de réalisation par les manipulateurs, il est identique. Donc ça, il faut bien saisir. C'est pas parce qu'on dit scanner thoracique ultra low dose ou très basse dose qu'on considère ça comme un scanner entre guillemets au rabais. Les temps de réalisation sont identiques par rapport à un scanner thoracique normal. On le verra en termes d'analyse. Pareil, ça prend aussi longtemps à analyser qu'un scanner thoracique normal. C'est pas parce que c'est un scanner thoracique ultra low dose que c'est quelque chose qui est lu en 3 secondes. Non, ça c'est pas possible. En termes de technique pure, les paramètres d'acquisition sont très variables selon les constructeurs. Donc ça, il n'y a pas véritablement de standardisation. Chaque constructeur, il est un petit peu parti sur comment, voilà, en fonction de un peu son historique. Certains ont choisi différents types de paramètres. Donc vous voyez, bon, j'ai pas mis de marque, mais vous les reconnaissez. Les algorithmes utilisés sont des algorithmes qui varient également selon les constructeurs, mais qui sont soit des algorithmes de reconstruction itérative, soit des algorithmes comme le True Fidelity ou ACE de DLR. Et les paramètres, voilà, chez Siemens, par exemple, ils feront plutôt du bas KV, 80 kV, 60 mA. Chez Canon, par exemple, on aura plutôt l'habitude de travailler à 135 kV, 10 mA. Vous voyez que les paramètres sont assez variables, il n'y a rien d'extrêmement standardisé en fonction des machines et des avantages, des inconvénients des machines et des logiciels associés aux machines. Les constructeurs ont privilégié telle ou telle façon de faire. En pratique, nous, ce qu'on recommande basé sur notre expérience, c'est plutôt de privilégier un haut kilovoltage. En effet, quand vous voyez, pour arriver à la même dose finale, la dose finale, c'est-à-dire une VLP inférieure à 20, vous voyez ici un scanner thoracique acquis à haut kilovoltage et bas milliampères versus le même acquis à bas kilovoltage et haut milliampères. Donc, les deux vont donner des DLP aux environs de 15, ça va être quasiment identique entre les deux.
eh bien, vous voyez, si vous comparez la qualité d'image, vous voyez que la qualité d'image est supérieure quand on utilise un haut kilovoltage par rapport à un bas kilovoltage, tout simplement parce que le rayon va être plus pénétrant. Notre recommandation, c'est plutôt de privilégier les protocoles avec un haut kilovoltage. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ces cas-là, le thorax ULD, les milliampères sont fixes. Vous n'avez pas de modulation selon l'axe Z. Ça veut dire que l'intensité, elle est identique sur l'ensemble du thorax. Donc, vous commencez votre pardon. Vous commencez votre acquisition au-dessus des épaules, vous la terminez un petit peu en dessous du diaphragme. Sur tous les niveaux, vous allez délivrer toujours 10 milliampères. Ça va être identique, il n'y a pas de modulation. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de modulation? Tout simplement pour arriver à avoir une dose qui soit très faible. Si on modulait, eh bien, on aurait été obligé d'augmenter la dosimétrie au niveau des épaules, au niveau de l'abdomen, et donc on dépasserait la barre des 20 de DLP. Donc, les milliampères sont fixes. Alors, le fait d'avoir des milliampères fixes va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que comme il n'y a pas de modulation, le topogramme, il sert à rien, ou il sert simplement à dire je commence ici, je m'arrête là. Donc, à l'inverse d'un scanner thoracique standard, le topogramme, il va servir aussi à optimiser la modulation des milliampères selon l'axe Z. Dans le scanner thoracique ultra low dose, dans lequel les milliampères sont fixes, ça ne sert à rien. Du coup, soit vous ne faites pas de topogramme et vous partez à vue, vous arrêtez à vue, ça marche très bien. Soit sinon, si vous en faites, faites-en un seul. Ça ne sert à rien de faire un topogramme face plus profil, vous irradiez pour rien. Deuxièmement, comme on fait du scanner thoracique avec les paramètres réglés au minimum et on délivre le milliampérage minimum, on va délivrer la même dose à tout le monde. Donc, que votre patient soit un patient très costaud, tout maigre, vous allez délivrer la même dose qui est la dose la plus faible possible. Alors, évidemment, ça risque de poser problème. C'est la question qu'on s'est posée. Si on délivre la même dose, évidemment, chez des patients qui sont obèses ou très obèses, la qualité d'image va être diminuée. Alors, effectivement, on a étudié ça dans notre service. Quand on regarde sur un petit peu moins de 200 patients, dont 35 qui sont obèses, on voit effectivement que de manière indéniable, il y a une corrélation négative entre l'IMC et la qualité d'image du scanner thoracique ultra dose. Donc, plus le patient est gros, moins la qualité d'image est bonne. Ça, c'est logique. Par contre, quand on regarde les performances diagnostiques, il n'y a pas de corrélation avec l'IMC. C'est-à-dire que malgré la diminution de la qualité d'image, en tout cas jusqu'à des BMI aux environs de 35, au-delà, on avait peu de patients, malgré cette diminution significative de la qualité d'image, cette qualité reste suffisante pour avoir une bonne performance diagnostique. Donc, ce qu'on considère, et c'est ce qu'on applique dans le service, c'est que jusqu'à des IMC à 35 kg par mètre carré, on peut faire un scanner thoracique ultra haut dose et avoir une information utile. Au-delà, c'est quand même probablement encore limité. Il vaut mieux aller directement sur un scanner thoracique normal. Alors, dernier point technique, c'est les reconstructions itératives ou les reconstructions par deep learning. On l'a vu, elles sont indispensables. Pourquoi? C'est grâce à ce type de technique qu'on arrive à avoir des images qui sont exploitables alors même que les doses sont si faibles. Alors ça, c'est des choses qu'il faut travailler avec vos ingénieurs d'application selon la machine que vous avez, puisque on l'a vu en fonction des constructeurs, vous avez des paramètres d'acquisition qui sont différents, mais aussi des réglages de ces logiciels de reconstruction itérative qui peuvent être différents. Ces réglages-là, il faut les optimiser pour que les images qui soient produites soient des images qui vont conviennent à vous. Et ce qui vous convient à vous n'est pas forcément ce qui convient au centre, à un autre centre, ou ce qui convient au constructeur. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est les tester. Donc, si vous voulez vous lancer dans le scanner thoracique ultra low dose, ou si vous avez déjà des protocoles mais que vous souhaitiez les optimiser un petit peu,
bien, vous faites venir votre ingénieur d'application, vous lui demandez de vous reconstruire des scanners avec différents paramètres, différentes forces d'itération des algorithmes de reconstruction itérative, et puis vous regardez ce que vous préférez. En sachant que, voilà, hein, c'est pareil, c'est très marketing, hein, donc vous avez certains constructeurs qui vont vous donner un chiffre, hein, voilà, alors l'algorithme 1, 2, 3, 4, 5, selon la force des itérations, d'autres qui vont leur donner des noms, alors vous avez le normal, le strong, le enhance, le super ultra plus, etc. Il faut savoir que avoir plus d'itérations ne donne pas forcément toujours une image meilleure. Et effectivement, parfois, quand vous avez trop d'itérations, certes, vous avez moins de bruit dans l'image, mais vous allez induire d'autres artefacts qui font que l'image sera moins agréable ou moins performante à la lecture. Du coup, ne tombez pas dans le piège, hein, ne faites pas toujours la reconstruction la plus avancée possible ou autre. Non, parfois, il faut avoir un petit peu de compromis. Donc là, testez et voyez ce qui vous convient. Alors, on a parlé de technique, hein, donc on a vu en termes de technique, l'acquisition et paramètres vont varier selon les constructeurs, mais on privilégie quand même plutôt le haut kilovoltage, que les milliampères sont fixes, et donc au-delà d'un certain BMI, on va éviter de faire ce type d'acquisition parce que les images seront trop dégradées. Quel que soit le BMI, ce type d'acquisition va induire des artefacts. Ces artefacts, il faut les connaître, puisque il ne faut pas les prendre pour des anomalies, mais savoir qu'il s'agit effectivement d'artefacts. Alors, ces artefacts, quels sont-ils? Premièrement, le bruit. Alors, le bruit, effectivement, quand on fait une acquisition très basse dose, ultra haute dose, on va forcément et fatalement augmenter le bruit global de l'image. Ce bruit-là, vous voyez que son augmentation, elle est plus ou moins marquée selon le kilovoltage utilisé. Vous voyez là, quand on compare le bruit qui correspond à la déviation standard de l'air au sein de la trachée, vous voyez qu'entre le scanner thoracique normal, le scanner thoracique ultra low dose fait à 135 kV, et le scanner thoracique ultra low dose fait à 80 kV, eh bien le bruit est beaucoup plus élevé à 80 kV, ça c'est logique. En moyenne, sur des acquisitions à 135 kV, le bruit est augmenté d'environ un tiers par rapport à une acquisition normale, pleine dose. Ce bruit va expliquer l'apparence particulière du parenchyme pulmonaire que vous avez sur les scanners thoraciques ultra low dose. Alors, on va regarder attentivement cette image ensemble, hein. Il s'agit d'un patient avec une pneumopathie interstitielle diffuse, hein. Vous voyez ici du verre dépoli un peu diffus avec quelques fines réticulations, quelques petites distorsions architecturales par ici, quelques petites irrégularités sous-pleurales également. Là, ici, vous avez le scanner thoracique pleine dose avec une portion zoomée du parenchyme. Là, ici, le scanner thoracique ultra low dose avec la même portion zoomée du parenchyme. Eh bien, vous voyez que sur le scanner thoracique ultra low dose, l'aspect du parenchyme présente un caractère un peu granité. Vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose de relativement homogène, hein, hypodense, homogène, vous avez quelque chose qui est un petit peu granité et qui peut vous donner la fausse impression d'avoir peut-être soit des fines réticulations, soit éventuellement du verre dépoli. Cet aspect granité-là, il est normal sur un scanner thoracique ultra low dose, bien sûr. Il est simplement dû à cette augmentation globale du bruit qui font que cette apparence du parenchyme est un peu particulière. Donc ça, il faut le connaître, il faut se faire l'œil. Cette apparence-là, elle peut varier selon les machines, selon les types d'algorithmes de reconstruction utilisés. Donc au début, ça peut surprendre. Et puis une fois qu'on a vu 5, 10, 15, 20 examens scanner thoracique ultra low dose, l'œil s'y habitue et puis on l'intègre. L'un des deuxièmes artefacts, hein, c'est ce qu'on appelle l'artefact de photon starvation. Donc ça, c'est un artefact qui est important de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans les zones où vous avez plus de structures atténuantes, typiquement aux apex où vous avez les omoplates, typiquement dans les bases où vous avez le foie qui commence à apparaître, eh bien, les rayons X auront plus de mal à passer. Ils vont être atténués par ces structures, donc ils auront plus de mal à pénétrer au centre de l'image. Et donc, au centre de l'image, vous aurez moins de rayons qui seront arrivés, donc vous aurez un signal qui sera un peu moins bon. Et c'est pour ça que dans ces zones un peu difficiles, typiquement les apex et les bases,
eh bien, la qualité d'image, notamment au centre de l'image, vous voyez, elle est un peu blurry, il y a un peu de flou à ce niveau-là. Eh bien, ça, c'est simplement lié à cet artefact de photon starvation. Cet artefact, il explique que, et notamment dans les congrès ou dans les présentations un peu promotionnelles des constructeurs, les images de scanner thoracique ultra low dose, on va très volontiers vous les présenter en coupe coronale, comme ceci. Donc, comme ceci, vous voyez, ça, c'est un scanner thoracique ultra low dose. Comme ceci, franchement, ça claque. C'est beau, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que c'est beau? Parce que, eh bien, justement, les petits artefacts qu'on a là, ici, au sommet, qu'on a dans les apex, eh bien, en coronal, ils seront moins bien vus. À l'inverse, si je reprends là, ici, vous voyez, là, cette image-là, c'est moins beau. Cette image-là, c'est moins beau. Cette image-là, c'est superbe. Et pourtant, c'est exactement le même patient. Donc voilà, vous ferez attention, hein, vous verrez que souvent, ces scanners thoraciques très basse dose, on aura tendance à vous les montrer en coronal, où c'est un petit peu plus joli. Après, voilà, c'est un peu de la triche, mais c'est de la publicité. Alors, le troisième point, c'est pas vraiment un artefact, mais on peut le considérer comme, c'est le médiastin. On l'a déjà dit, hein, les scanners thoraciques très basse dose, ultra low dose, ils sont pas faits pour l'analyse du médiastin. Ils sont vraiment faits pour l'analyse du parenchyme. Le médiastin, c'est une structure qui a un contraste intrinsèque qui est assez faible et dont l'analyse nécessite eh bien, que le contraste dans l'image soit important, donc une bonne dosimétrie, éventuellement l'injection de produits de contraste pour rehausser tout ça. En pratique, on le verra, le médiastin est peu analysable sur un scanner thoracique ultra low dose. On va le regarder, on peut parfois effectivement détecter une adénopathie, comme ici, hein, ça se voit bien. Hein. Ce n'est pas aussi bien que sur le scanner thoracique pleine dose, mais ça se voit bien. En pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on va analyser de manière très attentive hein, sur les scanners thoraciques ultra low dose. On va vraiment plutôt se concentrer sur le parenchyme pulmonaire. Alors maintenant, je vous propose, une fois qu'on a vu eh bien, comment se passe l'acquisition et la réalisation des scanners thoraciques très basse dose, je vous propose de parler un petit peu des différentes indications. Et quand on dit indication, c'est plutôt eh bien, les performances diagnostiques de l'examen en fonction des différentes pathologies. Alors là où ça a été le plus étudié et de loin, c'est pour les nodules. Il y a eu beaucoup d'articles qui se sont intéressés à l'analyse des nodules pulmonaires par scanner thoracique ultra low dose. Et globalement, je vous ai mis un article ici, mais globalement, tous les articles retrouvent à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que si le nodule est solide avec un diamètre supérieur à 6 mm, voilà, on a des performances diagnostiques, donc sensibilité, spécificité, qui sont quasiment aussi bonnes que celles du scanner thoracique normal. Vous voyez, ça va entre 80 et 98% de concordance, donc on est vraiment sur des chiffres excellents. À l'inverse, quand le nodule est un petit peu plus petit, 4-5 mm, vous voyez que les chiffres sont un peu moins bons. Et quand le nodule est en verre dépoli, là encore, les chiffres sont un petit peu moins bons. En pratique, quelle est notre expérience à Strasbourg? Sur les nodules solides, on a une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité comparativement au scanner thoracique pleine dose. Donc, on est quasiment aussi bon que le scanner thoracique pleine dose pour les nodules pulmonaires. Pour les masses, on est identique, il n'y a aucun problème, c'est extrêmement facile de détecter, de caractériser les masses pulmonaires sur un scanner thoracique ultra low dose. Pour les nodules en verre dépoli, on est un peu moins bon, vous voyez que la sensibilité est un peu plus faible. Alors voici quelques exemples. Hein. Pour un nodule solide, vous avez ici un nodule situé à l'apex du lobe supérieur droit, un nodule spiculé, chez un patient mince, hein, IMC à 24. Vous avez ici le scanner thoracique normal, pleine dose, 160 de DLP. Vous avez ici le scanner thoracique ultra low dose chez le même patient, 17 de DLP. Donc, vous voyez, on a divisé par 8 ou par 9 la dosimétrie. Vous voyez que ce soit pour la détection ou pour la caractérisation de ce nodule solide, il n'y a aucun problème. On le voit parfaitement bien. On arrive à dire qu'il a des contours nets, irréguliers, spiculés. Il n'a pas de calcification de portions graisseuses à l'intérieur. Donc, c'est identique. C'est vraiment identique. Pour le nodule en verre dépoli, à l'inverse, c'est un petit peu plus difficile. Et ce, d'autant plus que les conditions
font que c'est un petit peu plus difficile. Donc, typiquement, là, vous voyez, on est chez un patient qui est obèse, un IMC à 33. Vous voyez où la qualité d'image, effectivement, va être un petit peu plus dégradée. Là, ici, nous avons le scanner thoracique pleine dose, 319 mg par centimètre. Là, ici, le scanner thoracique très basse dose, ultra haute dose, 17 mg par centimètre. Donc, vous voyez, ça correspond, ça corrobore ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il n'y a pas de modulation du milliampérage. Et donc, la dose que vous donnez, que vous délivrez, elle est la même que votre patient il soit plus mince ou que votre patient soit obèse. Vous voyez que la dose ici, 17, c'était la même que celle du patient d'avant qui avait un IMC à 24, alors que sur le scanner thoracique normal, pleine dose, vous avez une modulation selon le topogramme, ce qui fait que cette dose, elle est adaptée au morphotype. Là, ce n'est pas du tout adapté, on délivre la dose la plus faible possible. Donc, évidemment, la qualité d'image qui en ressort, elle est moins bonne. Là, c'est bon, là, c'est moins bon. Par contre, malgré que cette qualité d'image soit moins bonne, la détection de ce nodule ici, qui est en verre dépoli, elle est tout à fait faisable et assez facile. Par contre, la caractérisation de ce nodule en verre dépoli, quels sont ses contours? Est-ce qu'il y a une portion solide? Est-ce qu'il y a d'autres nodules associés? C'est un petit peu plus difficile là-dessus, alors que là, c'est beaucoup plus clair. Du coup, effectivement, pour les nodules en verre dépoli, c'est quand même un peu moins bon. Là, ici, vous avez un cas un peu plus favorable avec un IMC avec un peu moins surpoids. Scanner thoracique pleine dose, scanner thoracique basse dose ici. Vous voyez qu'on voit parfaitement ce nodule là ici. Après, là-dessus, c'est difficile de dire si ce nodule il est en verre dépoli ou s'il est solide, alors que sur le scanner thoracique pleine dose, c'est beaucoup plus facile. Donc, en détection pour le nodule en verre dépoli, on sera globalement bon à très bon. En caractérisation, on sera un petit peu moins bon. Alors, cette question des nodules, eh bien, elle pose deux anomalies. La première anomalie, enfin, deux anomalies, on va dire, de questionnement. Le premier, c'est qu'en est-il du suivi des nodules? Vous savez que la volumétrie, qui est la mesure du volume des nodules pulmonaires, c'est très utile pour pouvoir dire si un nodule progresse ou pas de manière significative. Et notamment dans les critères Nelson, eh bien, quand on a un nodule de découverte fortuite, on va recommander un scanner thoracique à 3 mois avec une mesure du volume sur le scanner initial, sur le scanner à 3 mois, qui permet de savoir si le nodule a progressé de manière significative ou non, avec le calcul d'un temps de doublement. Alors, quand on a fait un scanner thoracique ultra low dose, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre ce type de nodule? Alors, on apprend habituellement, c'est que quand on fait de la volumétrie, il faut garder exactement les mêmes paramètres. Idéalement, faire sur la même machine pour que la comparaison elle soit la plus précise possible. Donc évidemment, si vous avez fait un scanner thoracique ultra low dose, eh bien, idéalement, si vous voulez faire un contrôle, il faut le faire en ultra low dose pareil. Comme ça, quand vous comparez la même chose. Ça marche. Par contre, la question, c'est quand vous avez fait d'abord un scanner thoracique normal, et si vous voulez le contrôler, est-ce que vous pouvez le contrôler avec un scanner thoracique ultra low dose? Est-ce que ça va marcher? Eh bien, globalement, qu'est-ce que les études nous disent? Elles nous disent que quand on a un scanner thoracique normal et un scanner thoracique ultra low dose, et qu'on compare le même nodule et qu'on voit la volumétrie, eh bien, globalement, on n'a pas exactement les mêmes chiffres. C'est significativement différent. Il y a des variations. Par contre, ces variations, a priori, elles sont assez faibles, de l'ordre de quelques pourcents, ce qui fait que leur impact clinique serait assez négligeable. Donc, il est probablement tout à fait possible, quand vous avez un nodule de découverte fortuite chez un patient, par exemple, jeune, et que vous voulez faire un contrôle à 3 mois et d'avoir une mesure de la volumétrie, de faire simplement un ultra low dose pour le contrôle à 3 mois. Deuxième chose, c'est le CAD. Le CAD, c'est le Computer Aided Diagnosis. Ce sont ces fameux logiciels qui vous aident à trouver les nodules au sein du parenchyme pulmonaire. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le CAD fonctionne sur les scanners thoraciques ultra low dose? Alors, pareil, il y a eu quelques études là-dessus et globalement, ces études-là disent que le CAD fonctionne aussi bien sur un scanner thoracique ultra low dose que sur un scanner thoracique pleine dose. Ça, c'était pour le chapitre nodule. Maintenant, on va parler du chapitre infection.
Donc, dans l'affection, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher la condensation alvéolaire. Dans notre expérience, le scanner thoracique ultra low dose est très performant pour la détection et la caractérisation de la condensation alvéolaire. Vous avez ici un exemple, donc un exemple très favorable, puisque c'est un patient avec un IMC à 18, donc un patient extrêmement mince. Vous avez ici le scanner thoracique pleine dose, 125 mg par centimètre de DLP. Le scanner thoracique très basse dose, 15 mg. Vous voyez qu'en termes de qualité d'image, c'est quasiment équivalent. Divisé par 7, mais la qualité d'image, elle est peut-être divisée par allez, un demi maximum. Donc, vous voyez que pour détecter, caractériser, analyser cette condensation alvéolaire, ça ne pose aucun problème, c'est extrêmement facile. Pour la bronchiolite, il n'y a pas vraiment de publication à l'heure actuelle dans la littérature. Globalement, chez des patients relativement minces, comme ici chez cette femme avec un IMC à 23, scanner thoracique pleine dose, scanner thoracique ultra low dose, vous voyez qu'on n'a pas de mal à voir ces micronodules centrolobulaires au niveau ici de la laryngule. Alors, au total, les infections, vous avez ici un exemple d'études qui ont été faites chez les patients neutropéniques. Eh bien, globalement, on voit que la sensibilité, elle est plutôt pas mal. Après, tout dépend de ce que vous prenez comme référence. Là, ici, ils avaient choisi de manière un petit peu bizarre le LBA, mais globalement, ça marchait quasiment aussi bien que le scanner thoracique classique habituel. Alors, pour les bronchectasies, dans notre expérience, le scanner thoracique ultra low dose, il est très bon pour les bronchectasies, puisque la spécificité elle est de 100%, donc c'est extrêmement spécifique. En termes de sensibilité, ça marche bien pour les bronchectasies proximales, c'est, on le verra tout de suite après, moins bon pour les bronchectasies distales. Donc là, ici, pareil, un patient avec un IMC favorable, le scanner thoracique pleine dose, le scanner thoracique ultra low dose, vous voyez qu'on a 12 ou 13 fois moins de dosimétrie, qualité d'image qui est peut-être allée diviser par 2, mais pas plus, quoi. Donc, c'est très efficace et rentable. Vous voyez qu'on n'a aucun mal d'analyser la destruction de ce poumon avec les bronchectasies à l'intérieur. À l'inverse, et c'est ce qu'on disait, les bronchiolectasies, donc les petites dilatations des bronches, les petites dilatations distales, et bien là, c'est beaucoup plus difficile en scanner thoracique ultra low dose. Donc, sur ces anomalies qui sont très subtiles, très limites, il n'y a pas de publication à l'heure actuelle, mais probablement qu'on a des performances diagnostiques qui sont plutôt dans les 60% que 80 ou 90%. Vous voyez là ici, chez ce patient qui a une pneumopathie interstitielle diffuse, autant sur le scanner thoracique pleine dose, on voit très bien les petites bronchiolectasies distales, autant du fait du bruit sur le scanner thoracique ultra low dose, elles sont masquées, elles sont difficiles à voir. Alors, un autre contexte nosologique dans lequel le scanner thoracique ultra low dose est extrêmement efficace, c'est tout ce qui concerne le dépistage des populations exposées à l'amiante. Effectivement, dans notre expérience, toute anomalie liée à l'exposition confondue, vous avez des chiffres de 91% de sensibilité et de 100% de spécificité comparativement au scanner thoracique pleine dose utilisé en référence. Effectivement, pour les plaques pleurales et les épaississements pleuraux, la sensibilité, elle est de l'ordre de 100%. Ça marche tout aussi bien qu'un scanner thoracique normal. Par contre, pour les lésions de fibrose, pour l'asbestose, où c'est un petit peu plus subtil parfois, vous voyez qu'en termes de sensibilité, c'est un petit peu moins bon que le scanner thoracique pleine dose, pas parfait. Excusez-moi, Michael, veux-tu te rapprocher un peu du micro? Pardon. Si tu peux te rapprocher du micro, on a du mal à t'attendre vers la fin des phrases. Et là, c'est mieux? Oui, c'est très bien. Voilà, on va laisser comme ça alors, pardon. Du coup, pour l'emphysème, alors dans notre expérience, la sensibilité du scanner pour l'emphysème, elle est bonne, puisque vous voyez, sensibilité à 81%, spécificité à 99%. En pratique, là encore, ça va dépendre un petit peu de l'intensité de l'emphysème. Quand c'est un emphysème destructeur avancé, ça ne pose aucun problème. On le voit toujours, c'est très facile. Quand c'est un emphysème avec des lésions subtiles ou modestes ou modérées, ça peut parfois être un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que vous avez ce fameux bruit surajouté au parenchyme qui donne un aspect un peu granité et qui peut parfois un peu masquer un emphysème sous-jacent. Donc, vous voyez ici que les petites bulles d'emphysème là, qui sont modérées, elles sont quand même un peu plus difficiles à voir sur le scanner thoracique ultra low dose. Alors, qui dit emphysème dit aussi quantification de l'emphysème.
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez en routine, hein. Alors, je vous avoue que nous, dans le service, on l'utilise de manière extrêmement épisodique, hein. Donc, la quantification de l'emphysème, c'est ces logiciels qui vont pouvoir permettre de calculer le pourcentage de parenchyme pulmonaire détruit à partir de l'analyse de la densité des poumons. Globalement, les études nous disent que ça marche aussi bien sur le scanner thoracique ultra low dose que sur le scanner thoracique pleine dose. Ça donne des chiffres concordants. Simplement, ça va être influencé par le type de reconstruction itérative utilisée et aussi par le kilovoltage. Je vous rappelle qu'en 2015, la Fleischner avait édité des guidelines pour l'acquisition de scanners utilisés à visée de quantification de l'emphysème. Qu'est-ce que nous disait la Fleischner? C'est qu'il fallait absolument du 120 kV, des milliampères fixes et une reconstruction itérative. Donc, autant dire tout ce qu'on ne fait jamais en routine clinique. Alors, quand on combine un petit peu tout ça, on a vu que ça marchait très bien pour les nodules, très bien pour les infections, très bien pour les bronchectasies, pas trop mal pour l'emphysème, et pas trop mal pour les anomalies parenchymateuses, notamment dans l'amiante. Eh bien, finalement, on voit que c'est plutôt pas trop mal adapté pour tout ce qui est la pathologie d'urgence, et notamment dans l'exploration de la dyspnée aiguë. Il y a eu cette étude qui a été réalisée il y a quelques années, dans laquelle ils ont montré que pour des patients qui venaient avec une dyspnée aiguë aux urgences, le scanner thoracique ultra low dose donnait une confidence diagnostique quasiment identique à celle du scanner thoracique normal. Vous avez ici un exemple avec un petit pneumothorax qui était tout à fait visualisé sur le scanner thoracique ultra low dose. Ici, un épanchement péricardique, ici une condensation alvéolaire. Vous voyez que la rentabilité diagnostique était aussi bonne que celle d'un scanner thoracique normal. Et donc, il y a une étude qui est en cours, qui a été initiée en 2018, qui a été un peu retardée par le Covid. Je crois qu'ils sont pour l'instant en cours d'inclusion. C'est l'étude Optimac. C'est une étude qui est néerlandaise. Il prévoit quand même d'y inclure 2400 patients qui sont admis aux urgences pour des pathologies pulmonaires non traumatiques, qui vont randomiser en deux groupes. Un groupe dans lequel ils feront simplement la radiographie thoracique, un groupe dans lequel ils ne feront pas de radiographie thoracique, mais directement le scanner thoracique ultra low dose. Et ils vont comparer comment la prise en charge, l'efficacité diagnostique, etc., va être influencée selon qu'on réalise aux urgences une radiographie thoracique initiale, sachant que derrière, le patient peut tout à fait avoir un scanner si c'est indiqué, versus directement le scanner thoracique ultra low dose. On en discutera tout à l'heure, mais on sait qu'il y a déjà plusieurs articles dans la littérature. On sait que pour le diagnostic positif, mais aussi la prise en charge des suspicions de pneumopathie aiguë aux urgences, le scanner thoracique est nettement supérieur à la radiographie thoracique. Alors là, on a parlé des indications pour le parenchyme pulmonaire. Est-ce qu'il y a des indications pour le médiastin? On a dit que finalement, le scanner thoracique ultra low dose, pas vraiment un outil qui est utilisé pour le médiastin, mais voilà, il y a 2-3 petits trucs dans lesquels ça fonctionne pas trop mal, notamment les calcifications coronariennes. Voilà, dans notre expérience, on est quasiment aussi bon que le scanner thoracique normal pour détecter les calcifications coronariennes, même de manière semi-quantitative ou avec le score d'Agaston. Voilà, ça c'est plus anecdotique. Ça peut être aussi éventuellement utilisé pour détecter les corps étrangers œsophagia. Vous voyez ici une aiguille de poisson sur un scanner low dose. Alors, quelles sont les limites de ce type d'examen? Alors là où ça marche moins bien, clairement, ça va être dans les lésions dont le caractère est beaucoup plus subtil que des lésions comme le nodule ou comme la condensation alvéolaire. Typiquement, le verre dépoli. Le verre dépoli, là, clairement, on est beaucoup moins sensible sur le scanner thoracique ultra low dose. Pourquoi? Parce que on n'a pas un contraste qui est aussi fort que sur un scanner thoracique pleine dose. Alors, quand on a du verre dépoli diffus, hétérogène,
comme ceci chez un patient en expiration avec une PHS, eh bien, vous voyez que bon, on arrive à voir, ça va, c'est pas idéal, mais on arrive à voir. Parfois, quand le verre dépoli est plus limité ou plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Typiquement, sur des petits nodules en verre dépoli, vous voyez que là, c'est très dur, même si le patient est un IMC normal, eh bien, on est dans les zones difficiles, hein, vous voyez, aux apex, hein, au niveau des ceintures scapulaires. Et donc là-dessus, clairement, qualité d'image un peu limitée du fait de l'artefact de photon starvation, petit nodule, très difficile à voir. Hein. Vous voyez que même sur le scanner thoracique normal, il n'est pas évident. Les réticulations. Les réticulations, donc les opacités linéaires au sein du parenchyme pulmonaire, là encore, très difficile à voir en scanner thoracique ultra low dose parce qu'il s'agit de lésions subtiles. Donc, vous voyez sur ce scanner thoracique pleine dose, on n'a pas de souci à voir les réticulations liées à une atteinte interstitielle. À l'inverse, sur le scanner thoracique très basse dose, c'est quand même beaucoup plus difficile. Clairement, c'est pas fait pour. Donc, on a vu comment est-ce qu'on fait l'acquisition du scanner thoracique. Hein. On a vu que c'était une acquisition qui était identique à un scanner thoracique normal en termes de temps manipulateur, en termes d'installation du patient, que c'était juste les paramètres qui étaient différents, qu'on avait ce milliampérage qui était fixe et que cela induisait des artefacts spécifiques, notamment un bruit global de l'image qui était augmenté et une qualité d'image plus dégradée au niveau des apex et au niveau des bases. On a vu que ça marchait très bien pour les lésions à fort contraste, comme les nodules pulmonaires, la condensation alvéolaire, les bronchectasies, que ça marchait beaucoup moins bien pour les lésions plus subtiles, le verre dépoli, les réticulations, par exemple. Je vous propose de voir un exemple d'application. En fait, c'est l'utilisation du scanner thoracique ultra low dose tel que nous l'avons au CHU à Strasbourg. Alors, notre utilisation, elle est principalement au SAU. Alors, quand vous regardez les patients qui viennent au SAU pour des dyspnées non traumatiques, qu'elles soient fébriles ou non fébriles, les diagnostics évoqués, en priorité, ça va être la pneumopathie. Et pour l'urgentiste, hein, et donc je reprends cette excellente publication qui a maintenant déjà quelques années, elle date de 2015, hein, mais dans lesquelles les urgentistes avaient comparé des patients qui avaient un scanner thoracique versus des patients qui avaient une radiographie thoracique. Et ils avaient comparé, voilà, est-ce que en fonction de l'analyse juste la radio ou de l'analyse juste du scanner, qu'est-ce qu'on avait comme interprétation globale du dossier? Et ce qu'ils avaient montré, c'est que l'utilisation du scanner permettait de mieux classer les patients qui avaient une pneumopathie et qui n'avaient pas de pneumopathie par rapport à l'utilisation de la radiographie thoracique. Et donc, du coup, comme on était plus fiable et plus précis, eh bien, ça induisait un changement significatif dans la prise en charge, puisque par rapport à l'utilisation de la radio, l'utilisation du scanner permettait de reclasser des patients. Donc, des patients qui ont pensé avec la radio qui n'avaient pas de pneumopathie, eh bien, le scanner permettait de corriger ce résultat négatif et de dire qu'effectivement, ils avaient une pneumopathie. À l'inverse, des patients chez qui la radiographie avait dit une pneumopathie, le scanner permettait de corriger ce faux positif. Et donc, il y avait à peu près 25% des patients qui étaient reclassés d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas négligeable du tout. Donc finalement, l'avis des urgentistes, il est un peu celui-là. C'est pour les pneumopathies en tout cas et pour globalement les dyspnées aiguës non traumatiques. Le scanner, c'est super. La radio, c'est un peu du pipeau. Donc, ce que les urgentistes vont vous demander, c'est voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des scanners pour tout le monde? C'est tellement mieux de faire des scanners, on est tellement plus confortable, on a tellement de meilleurs résultats. Pour les patients, c'est mieux aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des scanners pour tout le monde? Alors, réaliser des scanners, ça pose une triple problématique. Avant tout, une problématique logistique. Une problématique d'irradiation. Alors, l'irradiation, on en a parlé au début de ce topo. Si on fait du scanner thoracique ultra low dose, c'est une problématique qui est somme toute assez secondaire, puisque la dose qu'on va délivrer, elle sera très proche de celle de la radiographie thoracique. Enfin, une problématique de coût, on en parlera un tout petit peu. Mais clairement, avant tout, le problème, il est logistique.
C'est quoi? C'est un problème de disponibilité du scanner. Alors déjà, de base, vous n'avez pas des scanners dans tous les centres où il y a des urgences, hein. C'est pas partout. Pour les centres où il y a un scanner, eh bien, malheureusement, les places, elles sont chères, hein. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est assez catastrophique. On a pourtant au CHU la chance d'avoir un scanner qui est dédié pour les urgences du SAU, les urgences des services, hein. Il fait que les urgences, on a un scanner qui fait que ça. Et malgré ça, eh bien, il est constamment blindé, il y a toujours de l'attente, c'est le foutoir, enfin, c'est tout le foutoir. Vous avez 10 000 personnes qui patientent parce que tout simplement la demande, elle est là. Et donc, cet équilibre entre les différents flux, les patients urgents, les patients pas urgents, les patients du SAU, les patients des étages, etc., 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 c'est un équilibre qui est délicat déjà à l'heure actuelle. Donc, vous imaginez que si vous devez en plus rajouter des scanners thoraciques pour tout le monde parce que vous ne faites plus de radio, ben, c'est très difficile. Alors, c'est quand même ce qu'on a fait, nous, au CHU, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? En mars 2019, après de longues années de bataille avec la direction et de pleurage un petit peu partout, on a réussi à avoir l'autorisation d'avoir un scanner pour les urgences. Ce scanner pour les urgences, en accord avec les urgentistes, il a été décidé de l'installer non pas dans le service de radio, mais directement au SAU. Au SAU, en termes de place, on n'avait pas de place pour installer le scanner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La salle de radio au SAU qui avait, on l'a virée et on a mis le scanner dedans. Du coup, on n'avait plus de salle de radio au SAU. En plus, on avait, et ça malheureusement, on a toujours de grosses tensions sur les effectifs des manipulateurs. Les manipulateurs radio, depuis environ 5-6 ans en France, c'est une denrée extrêmement rare. On en manque partout. Du coup, on n'avait plus de manipulateurs qui étaient à même de tout faire. Donc, il a fallu faire un choix. Et le choix qu'on a fait, c'est que vu que de toute façon, il n'y avait plus de salle de radio aux urgences, donc il fallait déplacer les patients loin si on voulait qu'ils fassent des radios, et qu'en plus, on n'avait plus de mani pour faire tout tourner. Donc, on a décidé de ne plus faire de radiographie et de faire uniquement des scanners. Alors ça marche chez nous. Pourquoi? Parce que dans notre hôpital, on a un hôpital avant tout médical. Donc, quand on dit on ne fait plus de radio, c'est on ne fait plus de radiographie thoracique. 99% des radios qu'on faisait, c'est des radiographies thoraciques. On n'a pas de la traumato, ce genre de choses. Donc, c'était des radios thoraciques. Donc, le choix de passer au tout scanner, ça a été de faire des scanners thoraciques ultra low dose à la place des radiographies. Donc, pour les patients au SAU, on ne fait plus du tout de radiographie pour eux, en tout cas plus de radiographie thoracique. Donc, on a fait quelques tests au départ pour voir ça marche pas, etc. Finalement, on a décidé d'y aller. Et en fait, en janvier 2020, on s'est lancé. Et qu'est-ce que ça a donné? Globalement, ça a effectivement augmenté la charge de travail au scanner, puisqu'on avait en moyenne entre 5 et 15 scanners supplémentaires sur 24 heures par rapport au nombre habituel. Donc, c'était réparti de manière un peu aléatoire au cours de la journée. Vous voyez ici sur un exemple sur une journée de février. Alors, vous voyez que vous avez un scanner thoracique low dose par ici, par là, par là, par là. Donc voilà, c'était des examens qui s'ajoutaient à la charge de travail habituelle. L'afflux était assez gérable. Pourquoi? Parce qu'on avait une machine qui était dédiée à ça. Évidemment, si on était obligé de passer nos urgences sur la machine dans laquelle, en plus, on passait nos patients programmés, ça ne marche pas, c'est impossible. Donc ça, on a pu le faire uniquement car on avait une machine dédiée à ça. Mais c'était un équilibre précaire et ça reste un équilibre précaire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qu'on a dit, la durée de réalisation du scanner et la durée d'analyse, elle est identique à celle d'un scanner thoracique normal. Donc, quand on compare par rapport à une radiographie, puisque là, on a arrêté de faire des radios, on a fait des scanners à la place, eh bien, le temps de réalisation d'un scanner, c'est environ 5 à 15 minutes versus une radio environ 1 à 5 minutes. Ça reste plus long de faire un scanner. Quant au temps médical, l'analyse d'un scanner, c'est entre 2 et 10 minutes versus 0 minute pour la radiographie thoracique. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, on ne lisait pas les radiographies thoraciques. On n'avait pas les moyens pour médicaliser cette activité.
Du coup, c'est plus long pour les manipulateurs, c'est plus long aussi pour les médecins, puisque ça fait plus d'examens interprétés. On a au début rencontré 2 gros soucis quand on a fait ce switch, doublons et intérêts. Le premier souci, c'est les doublons. Donc, c'est quoi les doublons? C'est la réalisation soit d'une radiographie en même temps ou avant le scanner. Bon, ça, c'était au tout début, quand les urgentistes n'avaient pas l'habitude, etc. Bon, ça, finalement, c'est vite disparu. Les doublons, qu'est-ce que c'est maintenant à l'heure actuelle? C'est surtout que le patient, il vient, bon, ok, il a une dyspnée, il a un machin, hop, on lui demande un scanner thoracique ultra low dose, il va faire son scanner, il retourne voir l'urgentiste avec le résultat de son scanner, et là, l'urgentiste se rend compte que finalement, il est aussi un petit peu confus. On va demander un scanner cérébral. Du coup, il retourne au scanner pour faire le scanner cérébral, et donc, il faut réinstaller le patient, etc., etc., etc. Ça peut être, on lui fait un scanner thoracique ultra low dose, et puis après, 2 heures après, on se rend compte qu'il a des dimères augmentés et qu'il faut en fait lui faire un enjeu scanner pulmonaire. Du coup, on le renvoie pour faire l'enjeu scanner pulmonaire, etc., etc., etc. Ça, c'est un problème qui est assez fréquent puisque ça touche environ 15% des patients. Donc, 15% des patients qui ont eu le scanner thoracique ultra low dose, 15 à 20 même, ils vont revenir parce que il faudra qu'ils fassent d'autres scanners. Et on a beau le rappeler aux urgentistes, leur faire des formations, des rappels, etc. On a beaucoup de mal à faire baisser ces doublons-là. C'est un gros souci. Pourquoi? Parce que pour nos manipulateurs, c'est une perte de temps majeure. C'est sûr que si vous installez le patient et que vous faites le scanner thoracique et le scanner cérébral dans le même temps, ça vous prend beaucoup moins de temps que si vous installez le patient, vous faites le scanner thoracique, et puis 1 heure après, le patient revient, vous le réinstallez pour faire le scanner cérébral. Ça, c'est insupportable. Donc, pour les manipulateurs, ça, c'est vraiment très pénible, très difficile, et c'est un gros problème qu'on a. Le deuxième problème qu'on a rencontré quand on a mis en place cette structure, c'est l'intérêt. Initialement, c'était très difficile pour l'équipe médicale, paramédicale. Pourquoi? Parce que comme le scanner était devenu systématique, c'est-à-dire on faisait un scanner à tous les patients qui avaient une dyspnée non traumatique, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de discussion clinico-radiologique, que c'était les urgentistes qui demandaient tout n'importe quoi, c'était réfléchi, c'était inutile, on faisait tout et n'importe quoi, et ça a été parfois mal vécu par certains membres de l'équipe. En pratique, pareil, ça a vite disparu parce que l'intérêt, il est quand même évident. Je vous ai mis ça avant le Covid et c'est à peu près pareil maintenant que la vague Covid est quasiment passée. Quand on fait une centaine de scanners thoraciques ultra low dose, on a environ la moitié des scanners qui sont normaux et la moitié qui sont anormaux. Dans ceux qui sont anormaux, majoritairement, c'est des infections. Le reste, c'est des décompensations cardiaques. Et puis après, on a 10 à 20% d'autres diagnostics, des pneumothorax, un cancer, des fractures de côte, etc., etc., etc. Que le scanner soit normal ou que le scanner soit anormal, c'est un élément qui est très, très, très utile pour l'urgentiste. Donc, clairement, pour les urgentistes, l'utilité d'avoir un scanner à la place d'avoir une radiographie, elle est évidente, elle a été évidente dès le départ. Et cette évidence, elle s'est partagée assez rapidement avec les radiologues. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs et c'est tout à fait accepté que, OK, même si c'est systématique, c'est quelque chose qui est utile. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait ce type de protocole, même bientôt 3. Où est-ce qu'on en est? Avec le Covid, vous avez vu, on a commencé fin 2019 ou janvier 2020. On s'est pris le Covid 1 ou 2 mois après. Voilà, ça a démontré l'utilité puisque le Covid, c'est la pneumopathie du 21e siècle, 22e même. On fait que des scanners, on fait plus de radiographie de thorax avec le Covid. Donc clairement, là, ça a démontré l'intérêt de ce type d'approche. La charge de travail, elle a fortement augmenté. Avec le Covid, elle a fortement augmenté et même actuellement, avec un flux Covid qui est quasi nul, elle est très importante. On passe sur notre scanner 60 à 80 examens par 24 heures. La pression sur les manipulateurs pour les cadences est très importante et les délais de réponse sont de plus en plus difficiles à tenir. Ce qui fait qu'on a un scanner qui est dédié aux urgences. On pourrait presque envisager d'avoir un scanner qui fait que les thorax ULE, quasiment.
Alors, l'autre problématique, c'est le coût. Alors là, je ne connais pas le coût à Kinshasa, mais je vous parle du coût en France, hein. Vous savez qu'il y a le forfait intellectuel et le forfait technique. Le forfait intellectuel pour une radiographie ou pour un scanner, c'est quasiment le même, hein. Donc, le coût, probablement que la différence, elle est minime. Alors, on en arrive à la conclusion de ce topo. Ça fait 1 heure, hein. J'ai largement assez parlé. Donc, le scanner thoracique très basse dose, qu'est-ce que c'est? C'est un scanner dont la qualité d'image est volontairement dégradée, hein. Vous avez vu, hein, on accepte d'avoir une qualité d'image qui est moins bonne, mais cette dernière reste informative pour l'analyse du parenchyme pulmonaire. Ça marche très bien pour les lésions à fort contraste, les nodules, les condensations alvéolaires, les bronchectasies, les plaques pleurales. Ça marche moins bien pour les lésions subtiles, typiquement le verre dépoli, les réticulations, la fibrose, etc. Et ce, d'autant plus que vous êtes dans les cas difficiles, c'est-à-dire un BMI supérieur à 35 ou des lésions qui sont aux apex et ou aux bases. Et donc, au final, tout ça, ça va dépendre à quoi on compare ce scanner. On peut se dire que la philosophie, c'est d'en avoir autant pour beaucoup moins. Et dans ces cas-là, on considère le scanner thoracique ultra low dose comme un remplacement du scanner thoracique pleine dose. C'est-à-dire qu'on va obtenir les mêmes informations en irradiant beaucoup moins, par exemple pour le nodule pulmonaire. On peut aussi se dire que la philosophie, c'est d'obtenir plus pour presque autant. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, on va considérer le scanner thoracique ultra low dose comme un remplacement de la radiographie du thorax. Et donc, pour une irradiation quasi identique, on va obtenir une quantité d'informations qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus utile, beaucoup plus pertinente. Tout ça, évidemment, ça n'a de sens que si c'est pertinent pour le patient. Donc, si vous avez un patient dont l'espérance de vie est inférieure à la durée nécessaire pour développer des complications radio-induites, ça ne sert à rien de faire un scanner thoracique ultra low dose. Quand vous avez des patients qui sont multimétastatiques, ça ne sert à rien d'économiser la dosimétrie. Vous pouvez faire un scanner thoracique normal. Quand vous avez des patients qui ont 80-90 ans, ça ne sert à rien de faire un scanner thoracique ultra low dose. Faites un scanner normal. Ne prenez pas la tête. Au SAU, clairement, il y a une supériorité du scanner par rapport à la radiographie pour toutes les pneumopathies aiguës, enfin pour toutes les dyspnées aiguës non traumatiques. Le coût et l'irradiation sont proches, mais la logistique reste problématique. Problématique, ça ne veut pas dire impossible, hein, ça reste possible, mais pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et malheureusement, les moyens, c'est souvent ce qui manque le plus. En tout cas, y compris en France, ça nous manque énormément, que ce soit les moyens matériels et surtout les moyens humains. On est en manque de radiologues, en manque de manipulateurs, ce qui fait que pouvoir répondre à ces problématiques, eh bien, ça reste difficile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, hein. J'essaye de mettre des petits cas cliniques en ligne régulièrement. C'est plutôt du cardiovasculaire et thoracique. Donc, n'hésitez pas à voir mes vidéos sur ma chaîne. Voilà, merci. Eh bien, je propose qu'on ouvre la discussion. Je crois qu'il y a déjà des gens qui ont posé quelques questions. Oui, merci beaucoup, Michael, pour cet exposé très extraordinaire. Merci, avec Dadi. beaucoup de nouveautés et beaucoup de profondeur, à commencer par la technique. Il y a beaucoup de questions dans le chat box, mais je voudrais quand même qu'on ait les commentaires et les questions de la part du panéliste, qui est un clinicien. Comme ça, on va revenir ramasser les tout avec des questions qui vont aller dans tous les sens, je l'espère. Innocent. Merci, Dadi. Merci, Dadi, et merci beaucoup, Michael, pour cette brillante présentation. Et moi, en fait, merci à vous. J'en sors très heureux parce que le binôme pneumologue-radiologue qui avait pendant très longtemps et très souvent, et même, je peux dire même moi-même, le culte de la belle image à l'imagerie thoracique est en train enfin de s'y affranchir pour avoir l'image suffisante pour le bien du malade dans la gestion des irradiations, parce qu'en fait, il s'agit de cela. Et dans votre présentation, moi, j'ai déjà eu des réponses à beaucoup de questions, mais il en reste quand même, il en subsiste, notamment dans
l'utilisation de cet outil. Nous qui avons encore les scanners, on peut dire haute dose ou normale, est-ce que les machines que nous avons actuellement vont utiliser un logiciel adapté pour arriver à l'eau dose où il faudra changer? C'est une question. Et la seconde question que je me pose, c'est dans l'utilisation de cet outil dans les cancers bronchopulmonaires, plusieurs études ont évalué l'apport de scanners low dose dans le cancer. Mais vous nous avez dit que, par exemple, ça n'explore pas très bien le médiastin. Voilà, les questions que je me pose, qui va commencer à indiquer l'utilisation de ce type de scanner? Nous, on est en Afrique. Si c'est à des sites différents, l'indication viendra du radiologue, du pneumologue. J'ai loupé certaines parties de votre présentation, sorry pour la qualité de ma connexion. Mais encore une fois, dans cette gestion des irradiations que peut subir le patient, surtout dans notre contexte, je retiens aussi en fin de compte le fait que c'est impératif que nous gérions mieux les dossiers médicaux des patients qui transitent d'un hôpital à un autre, qui font des fois plusieurs imageries. Et ainsi, en une année, ils peuvent avoir des irradiations accumulées très importantes, notamment de l'usage pas irrationnel, mais à multiples reprises du scanner. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui a beaucoup de réponses pour moi et beaucoup de questions dans ce que nous faisons actuellement, notamment dans l'utilisation des scanners tels que nous les avions. Merci. Merci beaucoup, Innocent. Merci. Alors, vous avez raison, il y a plusieurs questions que vous soulevez. La première, déjà, elle est technique, c'est est-ce que finalement ce type d'examen, il est faisable sur des machines qui ne sont pas forcément des machines ultra haut de gamme ou toutes récentes? Globalement, on l'a vu, pour pouvoir faire un scanner thoracique ultra low dose, le minimum technique qu'il faut, c'est au moins ces logiciels de reconstruction itérative. Donc, ces logiciels, quand on achète un scanner depuis à peu près, on va dire, 5 ans, c'est obligatoire. Donc, si votre machine qui est installée, c'est une machine qui a moins de 5 ans, on va dire 5-6 ans, c'est sûr que vous avez des logiciels de reconstruction itérative et c'est sûr qu'il est possible de faire ce type d'examen. Alors, il n'est parfois pas déjà implémenté dans la machine. Il faut peut-être demander à l'ingénieur d'application d'apporter les protocoles, de les travailler un petit peu, etc. Mais au moins, vous avez la possibilité. Si par contre, vous avez des machines qui sont un petit peu plus anciennes, qui ont 6, 7, 8, 10 ans, voire plus, ce n'est pas certain que ce soit possible, effectivement. Donc ça, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu de votre équipement. Après, et ça, c'est quand même l'une des forces, il ne faut pas forcément une machine très, très haut de gamme, les machines les plus chères. Même des scanners entrée de gamme, à l'heure actuelle, sont tout à fait capables de faire ce type d'acquisition. La deuxième question, vous avez tout à fait raison de la soulever, Innocence, c'est les patients qui ont des imageries multiples. Et ça, malheureusement, c'est un problème que nous aussi, on a énormément, puisque les structures qui prennent en charge des patients, elles sont multiples. Vous avez des patients qui sont pris en charge au CHU, à l'hôpital, qui sont pris en charge en libéral, qui sont pris en charge ailleurs. Et c'est vrai qu'il arrive assez fréquemment qu'ils aient d'abord un premier scanner ailleurs, on n'était pas au courant, on n'a pas récupéré les images, on refait un scanner au CHU, et parfois ça peut se répéter plusieurs fois. Ou des patients qui reviennent toutes les 15 jours, 3 semaines aux urgences, c'est à chaque fois un autre urgentiste qui ne fait pas forcément attention et qui represcrit à chaque fois un scanner. Et donc c'est vrai qu'au final, pour ces patients-là, les doses cumulées, elles peuvent être importantes. Alors quand c'est justifié, quand c'est des patients qui sont en oncologie, qu'il faut suivre régulièrement, des patients avec une pathologie active qu'on suit, c'est pas un problème. Mais quand c'est pas justifié, effectivement, là, c'est problématique. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de solution idéale pour ça. Alors, par exemple, sur la région en Alsace, les autorités de santé, elles poussent beaucoup pour ce qu'ils appellent un PACS régional, donc c'est-à-dire un serveur d'images qui serait au minimum régional, voire on espère peut-être dans quelques années national, dans lequel vous avez une grosse boîte où dès que vous passez un examen, quelle que soit la structure, l'examen est téléversé dans cette boîte-là. Et donc, théoriquement, vous savez, vous avez accès à toutes les antériorités du patient. Ça, c'est l'idéal. En pratique, on en est encore très loin de là. Et souvent, c'est le patient qui nous dit « j'ai passé un examen déjà il y a 15 jours, ça ne sert à rien que je le repasse ».
Donc, c'est vrai que ça, c'est effectivement un problème. Vous avez tout à fait raison de le soulever. Oui, vous avez La raison. dernière question, excusez Dadi, la dernière question, qui décide de faire le scanner low dose en pratique chez vous? Alors, très bonne question. Alors, nous, c'est vrai qu'on va dire la majorité des scanners qu'on fait, c'est dans le cadre de l'urgence. C'est majoritairement les urgentistes. La prescription, elle est du clinicien. Donc, c'est le clinicien qui va dire, voilà, dans ces cas-là, j'ai besoin d'un scanner. En pratique, pour le scanner thoracique ultra low dose, on a vu que c'était très généralisé aux urgences. Donc, on a fait un protocole. En gros, voilà, c'est dès qu'on a ce type de patient-là, donc typiquement, c'est patients adultes, moins de 80 ans, sinon au-delà de 80 ans, on fait un scanner thoracique normal, avec dyspnée ou signes pneumologiques non traumatiques et dyspnée d'allure non vasculaire. Voilà, donc en gros, pas de suspicion évidente d'embolie pulmonaire au premier abord. Dans ces cas-là, on fait un scanner thoracique ultra low dose. Après, la question qui peut se poser, c'est on fait aussi des scanners thoraciques ultra low dose chez des patients qui ne sont pas des patients des urgences. Dans ces cas-là, c'est un travail, comme vous dites, c'est le binôme pneumologue-radiologue. Soit c'est le pneumologue qui prescrit le scanner thoracique ultra low dose parce qu'il sait que dans ces cas-là, c'est utile. Ça va être par exemple dans le cas du dépistage notamment. Soit sinon, c'est on a une demande d'un scanner thoracique et puis on va voir parce que le patient est jeune ou parce qu'on est sur une pathologie dans laquelle le scanner thoracique très basse dose fonctionne très bien, eh bien, c'est le radiologue qui va décider de faire pour cet examen-là un protocole ultra low dose. Donc là, ouais, c'est vraiment un travail commun, quoi. OK. Docteur Olaine, vous avez la parole. Vous m'entendez? Bonsoir, Michael. Bonsoir. Je pense que je suis le plus heureux par ce cours parce que j'en retiens des éléments très importants, notamment le choix sur la radiographie aux urgences et le scanner, d'autant plus que les deux délivrent les mêmes résultats avec quasiment la même irradiation. J'avais juste une petite question. Au début de la Covid, on nous recommandait plutôt de faire des scans low dose. Et quand je vois ce que vous nous avez donné comme enseignement aujourd'hui, je me rends bien compte que le scanner low dose n'était pas très indiqué dans la Covid. Qu'est-ce qui a pu motiver ça au départ? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, nous avons mené aussi, nous, une étude ici sur la spécificité, la sensibilité du scanner par rapport à la Covid. Je suis d'accord et content avec vous que nous en arrivons au même résultat parce qu'au départ, il faut savoir que nous n'avions pas beaucoup accès à la RT-PCR. Donc, nous, par exemple, à l'hôpital où je travaille, nous avons dû entrer dans la Covid un peu de manière fortuite parce que le lit était limité. Et donc, il était plus facile pour nous d'avoir un scan et qui nous orientait directement. Et donc, dans l'étude qu'on avait faite, on a une sensibilité de 93%. Par contre, la spécificité n'était pas très bonne. Mais je suppose qu'avec la technique, au départ, ça a dû nous ramener à une spécificité de 51%. Donc, je pense que la conclusion que vous avez par rapport à l'utilisation du scanner aux urgences, elle est très importante. Et je pense, pour dire au professeur Innocent, que le scanner low dose existe. Donc, il existe bien à Kinshasa. On peut développer après. Donc, il est disponible, par exemple, dans notre hôpital. Et des différents logiciels de reconstruction itérative aussi. Le gros problème, et c'est pour ça que je voulais assister à ce cours, c'était de voir justement à quel moment indiquer. Et je pense que si nous sommes tous d'accord, dans les centres qui le pourront, et d'autant plus qu'il y a toujours moyen de trouver un moyen pour augmenter l'accès au scanner, on peut de manière consensuelle se dire, par exemple, justement, dans le cadre de la dyspnée, dans le cadre de l'infection, on perd le temps à faire des radios alors qu'on peut directement aller sur les scanners pour les malades qui le permettent. Et ça, c'est une évidence aussi en clinique parce que le malade viendra et commence par une radio, mais on est obligé de refaire un scanner derrière et ce qu'on en découvre est très, très important. Voilà un peu ma petite contribution. Et puis, donc, pour me résumer, qu'est-ce qu'il en est du scanner low dose dans la COVID? Parce que je vois que, justement, dans les limitations de l'indication, il n'est pas très, très sensible dans le verre des poulies, il n'est pas très sensible dans les opacités réticulaires. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme commentaire? Merci beaucoup, Hélène, pour ces commentaires.
C'est vrai que dans le Covid, effectivement, et au tout début, quand c'est arrivé, ben, on a fait que les premiers rapports des Chinois qui nous disaient ben, les images classiques, c'est des images en verre dépoli. Et on savait que le scanner thoracique ultra low dose, il est moyennement bon pour le verre dépoli. Du coup, effectivement, et c'est ce qu'on a fait nous aussi, hein, on n'a pas fait de scanner thoracique ultra low dose pendant la Covid. On a fait que du low dose, donc des DLP aux environs de 50 mg par centimètre. 50, 60, 70. Ça, c'est ce qu'on a fait au début. Effectivement, on avait une qualité d'image qui était bien. On voyait très bien les anomalies. En pratique, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que on fait que des scanners thoraciques ultra low dose parce que finalement, le fait de rater une toute petite plage en verre dépoli, cliniquement, ça ne va pas avoir d'impact. OK, on va peut-être avoir un scanner faux négatif par-ci, par-là pour des Covid qui seront très limités avec peu d'anomalies, mais en pratique, ça ne va pas changer la prise en charge du patient. Ce qui compte, ça va être de dire est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce qu'il n'y a pas des anomalies, et s'il y a des anomalies, quelle est l'étendue et la sévérité de ces anomalies. Et pour ça, eh bien, le scanner thoracique ultra low dose, si tant est qu'on est sur des BMI inférieurs à 35, il répond très bien. Donc c'est vrai qu'au début et pendant la première vague, ouais, nous aussi on a fait du scanner et beaucoup parce que nous aussi on avait beaucoup de difficultés d'accès à la PCR au début. Hein. C'était parfois 24 heures de délai, hein, c'était très compliqué. Donc effectivement, les patients ils étaient souvent classés sur le scanner initialement. Et on a fait des scanners low dose. Là, à l'heure actuelle, que les patients soient Covid, suspects, pas Covid, peu importe, on fait de l'ultra low dose et on s'en tire bien. Très bien, très bien, très bien. OK, je vais renchérir. Il y a une question qui est posée. Quid scanner très basse dose dans la classification TNM? Les patients devaient-ils refaire un autre scanner? Et j'ajoute un autre ingrédient parce que dans le milieu, dans le pays en développement, ça peut être un luxe de faire 2 scanners comme ça si on a pris l'option d'aller avec low dose. Alors, comme l'une des limitations ou bien de faiblesse du scanner à low dose, c'est le médiastin qui n'est pas très bien visible, est-ce qu'on peut injecter un scanner à low dose? Comme ça, je renchéris avec la question de TNN pour les cancers de poumon. Merci, Daddy. Du coup, effectivement, c'est pas terrible. Alors, quand on dit pas terrible, ça veut pas dire que c'est impossible. On peut y arriver, mais clairement, c'est pas adapté. Donc, si on a un patient chez qui on sait qu'il y a un cancer pulmonaire, et que c'est une réévaluation de cancer pulmonaire ou alors un premier bilan d'un cancer pulmonaire, clairement, il faut aller sur un scanner thoracique normal quand on injecte. Il ne faut pas faire de l'ultra low dose, sinon on aura des images qui seront insuffisantes. Après, ce qui peut se passer, c'est que ça arrive, hein, on en a eu beaucoup. C'est vous avez un patient qui vient aux urgences, vous pensez que c'est une pneumopathie, vous faites un scanner ultra low dose, et puis surprise, c'est pas une pneumopathie, c'est un cancer pulmonaire. Donc dans ces cas-là, de toute façon, il va falloir refaire un scanner, puisque le premier scanner, en règle générale, n'est pas injecté. Vous aurez besoin, pour évaluer le cancer, de faire un scanner injecté. Donc le second scanner, vous le ferez à dose normale. Mais après, parfois, si on n'a que ce scanner thoracique ultra low dose, on peut être un peu embêté. En règle générale, c'est ce qu'on a dit, c'est que les performances pour les masses pulmonaires, elles sont très bonnes. On arrivera à voir les masses. Les grosses adénopathies, on arrivera à les voir aussi. Par contre, eh bien, on restera limité parce qu'on ne pourra pas dire c'est nécrotique, c'est pas nécrotique. Les vaisseaux sont envahis, pas envahis, parce qu'on n'aura pas d'injection. Donc, je pense qu'il faut retenir, c'est que si l'indication au départ, la suspicion au départ, c'est une indication qui est visualisable par scanner thoracique très basse dose, eh bien, il faut y aller avec le scanner thoracique très basse dose. Vous pouvez tout à fait commencer avec ça. Si la suspicion initiale ou la demande initiale, c'est un scanner injecté pour embolie pulmonaire, cancer, etc., dans ces cas-là, vous ne faites pas de l'ultra low dose, vous ne pensez pas avec l'ultra dose. Si vous devez injecter, vous faites de la dose normale. Éventuellement du low dose dans certains cas, mais pas de l'ultra low dose. OK, il y a une autre question, et puis je vais mélanger ma question dedans. On a dit, le low dose a-t-il sa place dans l'interventionnel? Ça, c'est la première question. Et puis l'autre a dit, low dose CT est seulement indiqué pour le dépistage. Et je vais renchérir. Et en Amérique du Nord, c'est comme si de plus en plus, ils utilisent les low doses pour le screening, pour les cancers des poumons, pour le patient en risque.
Qu'en est-il en France et quelles sont vos recommandations? Donc, les 3 questions mélangées. Alors, merci Dadi. Donc, première question, c'est par rapport à la radiologie interventionnelle. Donc, tout à fait, quand on fait de la radio interventionnelle sous scan, que ce soit les coupes de repérage initiales ou alors les coupes de suivi de la progression de l'aiguille, c'est de toute façon des coupes qui sont réalisées à basse dose, voire éventuellement à très basse dose. Alors après, ça, c'est de la cuisine selon les préférences des centres, selon les machines, etc. Mais effectivement, c'est tout à fait possible de faire de l'ultra low dose pour de l'interventionnel. En règle générale, c'est plutôt du low dose. Mais ça, après, ça dépend un peu des préférences de chacun. Il y a des équipes qui travaillent une ultra low dose et elles apprécient ça. Après, par rapport au dépistage du cancer du poumon, il faut savoir que les 2 études qui ont montré une efficacité de ce dépistage, c'est-à-dire l'étude NLST et l'étude Nelson, c'est des études qui ont été réalisées avec des scanners pour NLST, des scanners des années 2000, bon, 2002, 2003, pour Nelson, 2006. Donc des scanners où à l'époque, l'ultra low dose n'existait pas. Donc ces scanners-là, évidemment, ils avaient la qualité des années 2000, donc c'est une qualité qui n'était pas très bonne. Et qu'ils ont montré que finalement, ça donnait quand même des résultats positifs en termes de dépistage. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'étude qui a montré que le scanner thoracique ultra low dose aussi donne des résultats en matière de dépistage, puisque si on veut avoir un effet positif, il faut inclure 20 000 patients et les suivre pendant 10 ans, donc c'est très compliqué. En pratique, on se doute très bien que ce qu'on recherche, c'est des nodules, qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le scanner thoracique ultra low dose, il est efficace pour les nodules. Donc évidemment que le scanner thoracique ultra low dose, il est tout à fait adapté pour le dépistage des cancers pulmonaires. Et donc, qu'en est-il du screening des patients à risque de cancer pulmonaire? Donc effectivement, on a dit, comme tu disais, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est routinier maintenant, hein, ça se fait, voilà, et c'est classique. En France, pendant longtemps, il y a eu, on va dire, une certaine hésitation des autorités sanitaires. Donc jusqu'à l'année dernière, la recommandation était de ne pas faire de dépistage organisé du cancer du poumon, mais uniquement, éventuellement, un dépistage individuel si le patient le demande, etc., etc. Heureusement, l'étude Nelson, elle a apporté un gros argument supplémentaire en faveur du dépistage, en montrant que ça marche. Et à l'heure actuelle, les recommandations ont enfin évolué en France. Et donc, ces recommandations en 2022 sont de dire, non pas allez-y, faites du dépistage, non, mais de dire, voilà, maintenant, c'est bon, on peut commencer à étudier l'implémentation d'un programme de dépistage en France. Donc, on en est là, vous voyez, alors qu'aux États-Unis, c'est déjà quelque chose qui est fait depuis des années. Donc, ça prend du temps, mais ouais, c'est la marche, quoi. Ça, on va y arriver. Ouais. Ouais, vous avez dit que vous avez un scanner dédié à ultra low dose, n'est-ce pas, chez vous là? Non, c'est un scanner dédié aux urgences. C'est là-dessus qu'on fait tous nos ultra low dose des urgences, ouais. Mais aussi tous les autres scanners. Ouais. Ok, ouais. Parce que ce que nous faisons ici, surtout chez les enfants maintenant, on utilise la même technique de low dose pour la tête. Toutes les indications de crâniosynostote, toutes les indications de la radiographie de RX du cerveau, là, de la boîte crânienne, on les a éliminées. Je me souviens quand j'étais à Toronto, ce qu'ils faisaient. Et quand je suis arrivé ici, j'ai amené la technique. Ça a pris du temps pour que la mayonnaise prenne, mais maintenant, on a acquis toutes les autorisations. Donc, tout médecin qui demande une radiographie du crâne, là, on répond avec du scanner à low dose. Et la crainte, c'était que le parenchyme cérébral ne se voit pas bien. Et si on ratait une masse à ce niveau-là, tout ça. Mais on dit même si on faisait la radiographie, on n'allait pas voir la masse à question. Et pour la même quantité d'irradiation, on peut répondre avec exactitude. Non seulement dans les déformités comme dans les crânosynostomes, mais aussi dans le suivi de malades après chirurgie, les 3D. C'est très, très performant pour trouver ces lésions-là. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus implémenté chez l'enfant. Et l'autre question serait, quelqu'un m'a écrit ça en privé, si on n'a pas les softwares que vous avez indiqués là, dont vous avez mentionné le nom, est-ce qu'on peut seulement avec, vous voyez qu'on a au niveau des consoles, les différents paramètres qu'on met là,
si on changeait seulement ce paramètre-là en utilisant le KV de 135 et le milliampères seconde, on va à 10, est-ce qu'on peut avoir des images qu'on peut interpréter comme scanner à low dose? Non, malheureusement, si on n'a pas au minimum de la reconstruction itérative, j'avais montré un exemple, les images qu'on va obtenir avec juste de la reconstruction par rétroprojection filtrée, Oui. qui sont les techniques d'il y a 10 ans à peu près, hein, Oui. ça donnera rien, quoi. C'est trop moche. C'est trop moche. Okay. Du coup, si malheureusement, on n'a que ça à disposition, si on a un scanner qui date d'il y a 10 ans et qu'on n'a que ça, on ne peut pas faire de l'ultra low dose. Par contre, on peut quand même faire du low dose. Donc, c'est-à-dire que la dose que vous délivrez normalement avec un scanner d'il y a 10 ans, c'est peut-être du 300 ou du 400 ou du 500 mg par centimètre, donc des doses très élevées. Vous pouvez diviser cette dose par 2, par 3, avoir des images qui sont un peu moins belles, mais qui restent informatives. Alors, en termes de niveau, vous ne serez pas du tout au niveau de l'ultra low dose, vous ne serez pas au niveau de la radiographie, mais vous serez dans du low dose. Vous aurez quand même gagné beaucoup par rapport à ce que vous faites habituellement. Donc, même avec une vieille machine, on peut faire de l'optimisation. On n'aura pas de l'ultra low dose, mais au moins, on aura optimisé. Et ça, c'est toujours très bénéfique pour le patient derrière, bien sûr. Ouais. On va prendre des questions dans l'audience. J'ai vu Innocent commenter. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire, Innocent? Non, pas de commentaire à faire. J'ajoutais juste que pour la COVID, effectivement, c'était plutôt l'évolution des différentes stratégies avec l'urgence, la prise en charge et la gestion des patients et l'indisponibilité des PCR qui ont fait que les scanners, on les utilisait d'abord tels qu'on a eu à les utiliser. Mais maintenant, avec le recul, je pense que les données sont suffisamment larges qui font que, on l'utilise plus systématiquement chez tout patient qui a un test PCR, selon les recommandations, notamment en France de la SPLF, la Société de pneumologie de langue française. Je crois que la connexion est partie. Ah. Oui, effectivement, donc c'était la question, c'était sur l'utilisation du scanner à l'heure actuelle, maintenant qu'on est à la 6e ou 7e ou 8e vague Covid. C'est vrai qu'en pratique, c'est plus quelque chose qui est systématique, hein. À première vague, tout patient qui avait une suspicion de Covid, on lui fait un scanner, effectivement, pour pouvoir répondre. À l'heure actuelle, on fait le scanner que chez des patients qui sont symptomatiques, hein, donc qui ont une dyspnée qui est sévère et pour lesquels se pose la question éventuellement d'une hospitalisation ou pas. Le scanner, il va permettre d'avoir un peu un aperçu de la sévérité de la pathologie. Mais sinon, sur un Covid ambulant, non, ça ne sert plus. Pas vraiment d'intérêt de faire un scan. OK. L'heure avance, sera bientôt 23h à Paris. On prend une ou deux questions, puis on va arrêter. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Parce qu'on est au thorax, à part le calcification sur les coronaires, est-ce qu'il y a d'autres indications de low dose, de scanner à low dose au niveau du cœur? Honnêtement, non. Non, les coronaires, ok, on voit les calcifs, c'est bien, c'est sympathique. Mais après, non, si on veut regarder vraiment les coronaires, si on veut regarder le myocarde, si on veut analyser, il faut injecter. Et quand on injecte, on ne fait pas de l'ultra low dose, on fait au minimum de low dose, quoi, mais pas de l'ultra low dose. Oui. Il y a Innocent qui a écrit ma connexion, vraiment sorry. Merci à Michael. Okay. Merci. Je vois Dr Chabani qui a levé la main. Vous avez la parole, Dr Chabani. J'ai une question. Avec les low doses pour les calcifications coronaires, est-ce que vous avez aussi les scores de calcification comme on a en médecine nucléaire pour dire il est à risque élevé ou faible risque? Oui, alors ça marche. On peut tout à fait faire un score d'Agatston sur un scanner thoracique ultra low dose. En pratique, il faut savoir que ce score-là, il n'est pas exactement un vrai score d'Agatston parce que le scanner, il n'est pas synchronisé à l'ECG. C'est un scanner thoracique qui est fait comme ça, sans synchronisation ECG. Donc, OK, on peut appliquer le logiciel et avoir un score, mais ça ne va pas être un vrai score. Donc, finalement, ce qu'on recommande, c'est juste de faire une évaluation visuelle, de dire il y en a un peu, moyen, beaucoup, et ça suffit, quoi. Pas la peine d'aller faire un véritable score. Mais est-ce que vous avez des trucs statistiques pour montrer que telle probabilité d'événement, des données, des littératures, ou bien juste vous extrapolez?
Non, il y a des données qui montrent que cette analyse simplement qualitative en disant il y a un peu, moyen, beaucoup, elle est corrélée aux événements indésirables. Ouais. Il y a des études qui ont été faites sur les scanners thoraciques, alors pas ultra low dose, des scanners thoraciques normaux, sans injection et sans synchronisation ECG, et qui ont montré qu'effectivement la présence de calcification, déjà oui, non, et après le caractère un peu, moyen, beaucoup, c'est corrélé aux événements indésirables. OK. Ok. Docteur Chabanis, il est cardiologue ici au Canada, congolais. Et donc, c'est comme ça que ces questions sont trop poussées. Oui, par rapport. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'audience? OK, merci beaucoup, mon cher, pour ta brillante présentation. Merci Et on a Dadi, avec été plaisir. gâtés. Ouais. Donc, on essaie dans la mesure du possible. Il y a beaucoup de... On les appelle des assistants en kin, résidents ici. Je ne sais pas en France comment on les appelle, c'est-à-dire que ceux qui sont en formation en radiologie, qui sont dans l'audience des 3 principales universités congolaises. Et on avait besoin de ce genre de cours où on reprend un peu la partie technique, on entre dans la pathologie, comme ça sera un bon complément pour les cours qui se font sur place à Kinshasa et surtout apporter toutes ces nouveautés. Donc, on était vraiment gâtés de ces cours qui a été enregistré et il y a quelqu'un dans l'audience qui a demandé le nom de votre chaîne YouTube. Si vous pouvez mettre dans le chat box, peut-être ça va aider tout le monde à aller rapidement s'y abonner et suivre le merveilleux cours qui y sont. Et à part ça, j'ai les autres sujets que vous m'avez proposés avant pour on va encore booker une autre présentation. Avec plaisir. Peut-être d'ici décembre, on va trouver les topics dans la chaîne de cours qu'on va organiser. Donc, on Avec était plaisir. vraiment flattés de votre temps. Je sais que maintenant, l'heure est vraiment avancée à Paris. Chez nous, il sera bientôt 18. Donc, chez vous, c'est déjà l'autre jour, c'est déjà demain. Bientôt 23, ouais. Ouais. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, Dadi. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Bye. Au revoir. Ouais.